Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Les bénévoles à 360 degrés. Quelles compétences pour quelle valorisation? Nous sommes 6 aujourd'hui autour de la table pour animer ce temps d'échange. Je suis heureuse d'accueillir Stéphanie Cochet, présidente nationale en 2019 de la Jeune Chambre économique française, Claude Dechelette, bénévole et coordinatrice nationale des bénévoles à l'ADI, Bertrand Dupré, président de Converson, Alexandre Pachulski, cofondateur de Talentsoft, Éric Paissé, vice-président d'Initiative France et cofondateur de LEAD, et moi-même, Christine Charcelet, directrice de l'association ELSA et formatrice à l'ADEMA. La notion de liberté, très importante, implique qu'il s'agit d'une participation volontaire, du fait de motivation personnelle, sans subordination juridique, et que le bénévole peut mettre un terme à son engagement sans procédure ni dédommagement quand il le souhaite. Une action en direction d'autrui, ça signifie que c'est une activité différente d'un loisir qui lui est orientée exclusivement vers celui qui le réalise. Une action non salariée, ça signifie que le bénévole ne perçoit pas de rémunération, que ce soit en espèces ou sous la forme d'avantages en nature. Il peut toutefois être dédommagé des frais induits par son activité. Et une action non soumise à l'obligation de la loi, ça signifie que le bénévolat n'a aucun statut juridique, contrairement contrairement au volontariat, par exemple. Donc, en dehors de son temps professionnel et familial, c'est important aussi, quand il y a un engagement pendant le temps professionnel, en fait, on ne parle pas de bénévolat, mais on parle de mécénat. Ce qui est intéressant de noter, en fait, c'est l'évolution du bénévolat ces dernières années. Le bénévolat est beaucoup plus diversifié qu'avant. On trouve effectivement beaucoup de retraités, jeunes et moins jeunes, des demandeurs d'emploi, des salariés qui cherchent à donner du sens en dehors de leur temps de travail. Le bénévolat, il touche toutes les catégories socio-professionnelles. Il est plus nombreux. On compte en France, selon les études, autour de 20 millions de bénévoles, ce qui correspond à 1,4 million d'équivalents temps plein. Et il est aussi moins régulier, plus ponctuel qu'avant. Et les motivations des bénévoles, elles évoluent également. L'engagement est moins militant. Il est plus intéressé par la notion de projet et d'action. Il est plus sensible aux notions d'épanouissement personnel et d'acquisition de compétences. Le bénévole est moins attaché à une cause particulière et plus mobile qu'avant. Et donc, c'est à nous, structures, de nous adapter à ces nouveaux profils. Alors, je vais maintenant demander à Stéphanie Cochet, qu'est-ce qui a suscité son engagement ou suscité l'engagement de ses bénévoles? Merci. Alors, bien évidemment, la Jeune Chambre économique est un incubateur de leaders citoyens. Nous incubons à la fois des projets et des jeunes qui ont entre 18 et 40 ans et qui veulent agir pour l'intérêt général. Donc, nous avons fait une enquête en 2019, le radar des membres, il y a 400 membres qui ont répondu chez nous pour donner leur motivation. Effectivement, ce que vous avez dit, chez nous, ce qui est ressorti en premier, c'est finalement pour se faire un réseau amical, rencontrer des personnes. Le deuxième, c'est l'action, c'est donner du sens à ces projets. Le troisième, c'est la formation et le développement de leurs compétences, comme vous l'avez pu le signifier. Il y a eu d'autres éléments qui sont ressortis, comme l'échange avec l'écosystème, prendre conscience de ce qui se passe autour de nous, la dimension internationale de notre mouvement, car nous faisons partie d'un réseau international, le réseau et le développement personnel. Voilà, les freins aujourd'hui qui ont été identifiés, qui peuvent tous nous concerner. Le premier, c'est la sursollicitation et l'épuisement des bénévoles. Et le deuxième, c'est tout ce qui touche aux relations humaines, parce qu'effectivement, quand on est bénévole, on donne de son temps, il peut y avoir des conflits de personnes ou intergénérationnels, donc il faut veiller à surveiller, à encadrer. Et enfin, les modalités d'entrée à la Jeune Chambre étaient sur les trois principaux, c'est la cooptation pour 63%, 12% par des soirées de présentation et puis 9% par les actions menées. Donc lors de nos actions, ils ont fait la découverte de la Jeune Chambre. Merci. Merci Stéphanie pour ce témoignage. Éric, je vous laisse la parole. Vous voulez faire un parallèle entre vos situations de bénévoles et d'animateurs de bénévoles?
Oui, alors merci, parce que les facteurs qu'on vient d'entendre, on les partage complètement, c'est bien ce qu'on connaît, puisque je vais pouvoir donner que de petits échantillons, puisqu'on Initiative France, c'est 20 000 bénévoles, donc il y a toutes les histoires et tous les chemins, mais d'abord être un réseau, c'est-à-dire des gens qui se rencontrent, et si je parle très personnellement, moi j'y suis arrivé parce que j'avais des amis qui étaient dans ce réseau, et j'y suis resté parce que le projet et l'ensemble de l'action qui était proposée m'a ancré dans ce réseau. Donc je partage complètement les résultats de ce sondage, c'est ce réseau et cette amitié qui se développe, plus un projet qui vous emmène dans l'action. Très bien. Bertrand Dupré, voulez-vous témoigner aussi Alors, de votre moi, expérience? je vais compléter parce que je fais partie effectivement du réseau Entreprendre et il y a un principe qui pour nous est important, c'est la réciprocité. C'est-à-dire que quand j'ai créé mon entreprise, j'ai été accompagné par le réseau et ça me paraît complètement logique de, à mon tour, donner la main, tendre la main à ceux qui en auront besoin. Alors du coup, si on le fait en dialogue, de rajouter cette dimension d'entrepreneur solidaire et de don et contre-don qui est extrêmement importante dans cette relation. On repasse le relais à ceux qui nous l'avaient passé. Tout à fait. Du coup, je vais demander à trois de nos intervenants d'analyser les éventuelles difficultés à trouver des bénévoles. Et quand vous introduisez, peut-être dites aussi comment vous avez trouvé, comment vous êtes arrivé dans la structure dans laquelle vous êtes engagé aujourd'hui. Claude Deschelette, je vous laisse la parole. Oui, merci. Eh bien moi, en complément de ce qui vient d'être dit, moi j'ai rejoint l'ADI comme bénévole après 36 ans de vie professionnelle, donc j'étais salariée. En fait, je suis arrivée par mon réseau personnel, par un ami qui était lui-même déjà très impliqué à l'ADI, et donc ma motivation principale, c'était aussi de partager un peu d'expérience professionnelle. Alors, je n'avais pas été accompagnée comme entrepreneur, mais de redonner un peu tout ce qu'on a eu auparavant et de donner un peu de sens à son expérience professionnelle antérieure. Donc, c'était ça ma motivation principale pour rejoindre l'ADI. Donc, ça, c'est la première partie de la question. Christine, vous demandiez si on avait des problèmes pour recruter des bénévoles, c'est ça? C'est ça. Oui. Alors, donc elle a dit, on a un réseau de 1400 bénévoles, à peu près, répartis sur tout le territoire. Alors, on a des problèmes qui sont, enfin, j'allais dire, la principale difficulté, c'est de trouver une bonne adéquation entre l'offre de bénévoles ou d'aspirants bénévoles et nos besoins territoriaux. Donc, il y a des on a beaucoup de bénévoles des grandes villes et c'est par exemple plus difficile de trouver dans certaines villes ou dans certains territoires ruraux. Donc, je dirais que c'est ça la première et la vraie difficulté, la seule difficulté, parce que par ailleurs, on va peut-être en reparler un petit peu plus tard, on constate un très très gros afflux de potentiels bénévoles, notamment depuis le début de la crise sanitaire, et beaucoup de candidats bénévoles. Ce qui tombe bien parce que nous aussi, on a beaucoup de besoins parce qu'on veut pouvoir continuer à se développer, parce que les besoins d'accompagnement de nos entrepreneurs sont très importants et parce qu'il faut bien évidemment assurer le renouvellement et le turnover qui est assez normal, on va dire, dans toutes les structures d'accompagnement. Voilà. Alors, juste pour terminer, sur le recrutement, je parlerai plutôt de profil plutôt que de recherche de compétences très très précises. On est bien sûr intéressé par l'expérience antérieure des gens et leur expertise dans certains domaines, mais c'est pas un filtre qui est, j'allais dire, une condition sine qua non. D'abord parce que nos missions sont très 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 variées, donc les gens ont forcément dans leur expérience antérieure et dans leur profil de quoi contribuer à au moins une des missions. Et puis parce que on a des programmes de formation qui permettent de monter en compétences et de se caler sur nos besoins. On a par exemple beaucoup de bénévoles qui arrivent, qui ont travaillé dans des grandes structures ou dans des grands groupes et à qui il faut donner par exemple une connaissance de l'univers TPE, PME. Donc la compétence
c'est pas la compétence pointue n'est pas un problème pour nous. On recherche plutôt des profils de gens qui évidemment adhèrent aux objectifs et à l'éthique de l'association. C'est la première une des premières motivations. Et ensuite, on arrive toujours à croiser leur expérience avec nos besoins. Voilà. Merci Claude pour ce témoignage. Je laisse la parole à Eric sur justement, D'accord. comment vous êtes arrivé dans votre structure? Est-ce que vous avez des difficultés, vous aussi, à trouver des bénévoles avec les compétences adéquates? Alors, comment je suis arrivé là? C'était il y a 14 ans maintenant. Alors, par compétence et amitié. Alors, on disait profil tout à l'heure, c'est peut-être plus vrai profil que compétence. Une amie qui dirigeait une plateforme initiative locale dans une des 214 plateformes qui existent, qui voulait développer l'accompagnement et en particulier le parrainage. Il se trouve que par métier, je suis coach et j'accompagne des chefs d'entreprise. Et elle m'a demandé, est-ce que tu pourrais nous aider à transmettre une partie de cette connaissance? Donc, j'y suis rentré vraiment sur un recrutement de profil et de compétences. Et pour répondre à la question qui est posée maintenant, est-ce qu'on a des difficultés? Alors les territoires, comme ça a été dit juste avant, sont très différents. Quand on a un ancrage territorial et local partout, sur tout le territoire, il y a des histoires très différentes de métropoles, de petites localités, etc. On trouve du monde. On trouve du monde d'abord parce que depuis longtemps, maintenant 35 ans, le projet est beau et il est motivant. C'est-à-dire que dès que les gens ont rencontré, ils ont envie de s'inscrire là-dedans. Ce qu'on a plus aujourd'hui comme difficulté, c'est qu'on a habituellement dans nos bénévoles des professions de conseil, experts comptables, avocats, parce que c'est notre histoire, c'est les conseils de la création de l'entreprise qui sont venus assez spontanément. Et puis des retraités de différents horizons, anciens chefs d'entreprise. La plus grande difficulté que l'on a aujourd'hui, si c'est une difficulté, c'est d'enrichir et de mettre de la diversité, parce qu'aujourd'hui, il faut des professionnels de l'accompagnement, du numérique, de l'environnement, de la technologie pour pouvoir parler aux jeunes entrepreneurs. Comprenez que la création d'entreprise, c'est environ 30 ans chez tout le monde. Quand on a des gens qui sont à la retraite depuis un moment ou qui n'ont pas été dans des technologies actuelles, on a besoin de diversifier le panel de bénévoles. Et c'est notre sujet aujourd'hui. C'est comment on arrive à avoir une représentation de la société dans notre bénévolat, originaire de quartiers prioritaires de la ville, hommes, femmes, tout type d'origine, tout type de métier, et on a besoin d'enrichir ça. C'est notre souci, mais c'est pas une difficulté, c'est une envie, c'est un projet qu'on représente plus la société en fait. D'accord, très bien. Est-ce que Bertrand voulait nous faire part aussi de votre expérience? Comme je vous l'ai dit, je suis arrivé par la petite porte, puisque sur le réseau Entreprendre, moi je suis arrivé en tant que lauréat, donc j'ai pu bénéficier de la structure et de l'accompagnement pendant 3 ans. Sachant qu'au réseau Entreprendre, on est tous des chefs d'entreprise, et je me suis dit qu'il fallait effectivement que je renvoie l'ascenseur, que je rends ce qu'on m'a apporté. Et puis après, en fait, on se rend compte très vite qu'on est pris en jeu, que pour répondre à votre question, est-ce que c'est compliqué de trouver des bénévoles? Non. Je pense que une fois qu'on a goûté à ce plaisir d'échange, on en récupère presque autant que l'on donne, et c'est jamais une source de difficulté. À partir du moment où on partage effectivement les valeurs de gratuité, de réciprocité, de transparence et le fait d'accompagner quelqu'un pour le faire réussir, on se projette un petit peu par rapport à lui. La vraie difficulté, c'est plutôt de donner suffisamment de missions entre guillemets aux bénévoles, suffisamment structurées pour qu'ils puissent s'épanouir au sein de l'association et trouver un sens à leur adhésion, parce que c'est vraiment ça le plus important. C'est pas seulement adhérer, c'est pourquoi je suis là et qu'est-ce que ça m'a permis de faire. Nourrir les missions, effectivement, ça permet aussi de les fidéliser. Tout à fait. Alors, ce que je propose, là, on avait 2 questions à poser au public. Donc, on va utiliser, vous allez voir, vous allez répondre aux questions qui sont affichées sur Klaxoon. Vous allez vous rendre sur Internet sur la page klaxoon.com et entrer le code d'accès qui s'affiche à l'écran ou scanner directement le QR code que vous voyez apparaître. Vous pouvez après cela entrer un pseudonyme et cliquer sur la question pour y répondre. On vous pose 2 questions. Et vous, avez-vous des difficultés à trouver des bénévoles avec les compétences adéquates? Et deuxième question, si oui, pourquoi? On vous laisse 2 minutes, 2-3 minutes pour y répondre.
Nous pourrions faire un intermède. C'est ça, je vous en prie, si vous avez des... Il faudrait un petit jingle Oui. qui accompagne les questions au public. Et un sablier. C'est vrai. Bon, j'espère que les résultats vont bientôt s'afficher. Ah, voilà. Parfait. Donc, alors, attendez. Donc, on a 88%. Ah bah ça bouge là. Donc là, on aurait 29 votants et 65% des personnes disent avoir des difficultés à trouver des bénévoles avec les compétences requises. Ce qui est assez conforme aux études souvent menées, notamment auprès de directeurs d'associations. On a même parfois un chiffre plus important, autour de 80%, difficulté à trouver les bonnes compétences. Et là, on va peut-être... donc là, je comprends les idées les plus aimées. Alors, bon, il n'y a peut-être pas de choses très flagrantes, à moins... je ne lise pas je ne sais pas comment comprendre cette slide. Si un des animateurs veut compléter, il y en a 6 qui parlent, par exemple. Voilà, les difficultés, on trouve souvent peut-être le gap avec la culture numérique, un manque de temps. Là, je le comprends peut-être comme la disponibilité, manque de temps pour de bénévoles existants pour des missions. Bonjour, rebonjour, je suis désolée, on a eu un petit souci technique. J'espère que vous êtes tous reconnectés à notre atelier Les bénévoles à 360 degrés. Donc, on vient de voir là 2 questions au public qui ont été posées sur les difficultés à trouver des bénévoles avec les compétences adéquates. Et si oui, pourquoi? Alors, il y avait à peu près 65% des participants qui pouvaient avoir des difficultés à trouver des bénévoles. Et les raisons, en fait, il y avait une petite trentaine de votants, étaient assez diverses, donc peut-être pas très significatives. En tout cas, ce qui me semble important, c'est qu'il y a des contraintes dans l'engagement associatif. C'est effectivement pour un employeur, en tout cas, un engagement à durée déterminée et qu'il faut intégrer. Oui, bonjour. Désolée pour cette nouvelle coupure. Écoutez, je ne sais pas où vous nous avez lâchés, mais ce que je vous propose, c'est de voir ensemble, ou que je vous présente en fait une méthodologie de recrutement des bénévoles qui est sur 8 étapes. Donc la première étape, en fait, c'est de bien définir au sein de votre structure les besoins en ressources humaines, de voir lesquels peuvent effectivement être délégués à des bénévoles. Et surtout, quand vous définissez le type de travail à faire, c'est important de décomposer les tâches. De décomposer les tâches, pourquoi? Parce qu'en fait, on ne recrute pas un bénévole comme on recrute un salarié. Sa disponibilité n'est pas la même. Justement, il y a toujours ce risque de sursollicitation. Il faut doser les tâches, mon avis, pour ne pas dépasser les 2 jours par semaine. En tout cas, pour avoir des nouveaux, 1 à 2 jours par semaine. Si vous partez sur des missions à 4 jours par semaine, vous aurez plus de difficultés à avoir les différentes personnes. Donc, c'est important, par exemple, vous cherchez quelqu'un en communication, vous trouverez pas un bénévole qui va être un responsable communication et qui va vous faire du 5 jours sur 7 et va aussi bien s'occuper de remettre à jour et de refondre votre site internet que d'animer vos réseaux sociaux, que de faire vos brochures. Il va falloir segmenter les tâches et
trouver des bénévoles variés pour faire une équipe communication. La deuxième étape, c'est d'établir une fiche de mission qui est beaucoup plus simple qu'une fiche de poste salarié. On retrouve un titre, une présentation de l'association, les tâches à accomplir. Ce qui est très important, c'est d'estimer la durée, la disponibilité que vous attendez du bénévole. 1 jour par semaine, 2 jours par semaine. À mon avis, plus de 2 jours aujourd'hui, ça effraie. Et si c'est une disponibilité de week-end, de soirée ou de journée. Et bien préciser aussi le lieu du bénévolat. Pour un bénévole, ça fonctionne bien le bénévolat si aussi c'est proche de chez soi. Donc les gens ont besoin de savoir immédiatement si c'est quelque chose où ils doivent se déplacer, c'est près de chez eux, ou ils peuvent le faire à distance de chez eux. La troisième étape, une fois que vous avez cette fiche de mission, c'est de prospecter et de rechercher des candidats. Il y a 2 façons de le faire. Il y a le sourcing interne, qui est souvent négligé par les structures par peur justement de demander aux bénévoles existants ou de sursolliciter. Mais en fait, il faut vraiment personnaliser la sollicitation auprès des bénévoles que vous trouvez bien au sein de vos structures, parce que ça peut permettre à vos bénévoles de changer de mission et comme ça d'ailleurs de les garder. Vous pouvez aussi demander à vos bénévoles d'activer leur réseau personnel. Vous pouvez recontacter des personnes qui avaient manifesté de l'intérêt à un moment T pour votre structure, à une période où vous ne pouviez rien leur proposer. Et vous pouvez passer, bien sûr, des annonces dans votre newsletter. La deuxième façon de prospecter chez des candidats, c'est le sourcing externe. Donc, c'est quoi? C'est via votre site internet, publier vos annonces, participer à des salons et des forums, rédiger des petites annonces dans les journaux locaux, et puis communiquer bien sûr sur les réseaux sociaux. Et puis, on peut aujourd'hui s'appuyer sur des réseaux spécialisés qui, moi, je trouve, se sont beaucoup développés ces 5 dernières années. Je pense notamment à France Bénévolat, à Tous Bénévoles, à Bénénova, à Diffuse, à Passerelle et Compétences, à Pro Bono Lab, au DLA, dispositif local d'accompagnement. Donc ça, ce sont des structures qui peuvent vous aider à trouver des bénévoles, soit réguliers, soit ponctuels. Une chose qui se développe aussi beaucoup, c'est le mécénat de compétences, le temps partiel senior. Il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place des dispositifs, ce qu'on appelle de mécénat de compétences, où on met à disposition 2 ans avant le départ en retraite des salariés volontaires et qui vont être payés par leur entreprise et détachés dans votre structure pendant 2, 3, 4 ou 5 jours par semaine. Il y a aussi une plateforme qui s'appelle Coeo, qui, elle, fait la promotion du mécénat de compétences. Donc, une fois que vous avez diffusé ces annonces, normalement, vous avez des bénévoles, effectivement, qui reviennent vers vous, qui se proposent, et vous pouvez, du coup, analyser les candidatures. Alors, moi, je vous conseille de faire un premier tri par téléphone, parce que par téléphone, déjà, ça permet de voir si l'éventuel bénévole, il a bien compris la mission concernée. Et puis, ça permet de valider sa disponibilité. Si c'est finalement quelque chose que vous envisagez avec une présence obligatoire à 1, 2 jours par semaine en jour ouvré, que la personne n'est disponible que le week-end, bon, ben, c'est pas la peine de consacrer plus de temps. Il faut renvoyer ce bénévole vers peut-être une autre mission de votre structure. Une fois que vous avez fait, je dirais, un premier tri par téléphone, ce qui est intéressant, c'est de rencontrer les candidats que vous retenez. Et ces entretiens d'engagement, ils sont assez différents des entretiens de recrutement classiques de salariés. Pour moi, on valide 3 choses. On valide les motivations des bénévoles, ce qu'ils cherchent, ce qu'il a envie de faire, ce qui peut être souvent très différent de ce qu'il fait dans sa vie professionnelle. Valider ses aptitudes, si c'est une mission qui exige des compétences. Donc ça, il faut voir dans ces cas-là quelle expérience il a, soit à titre professionnel, soit sur ses temps non professionnels, où il a pu développer des compétences qui vous conviennent. Et puis bien valider sa disponibilité, son temps à consacrer à la mission, si ça correspond au temps minimum
que vous aviez définies pour cette mission et l'adéquation aussi, comme je vous le disais, de sa situation géographique. Un bénévole qui, en région parisienne, qui met un jour, qui met pardon 1 heure pour venir sur son lieu de bénévolat, souvent c'est compliqué. Ça va limiter l'engagement. Il faut que ça soit proche de chez eux. Et l'entretien évidemment d'engagement, il est très important. Il donne la première image de la structure. Il doit être chaleureux et ce qui est important, c'est de laisser vraiment le candidat s'exprimer pour bien comprendre ses motivations, bien comprendre ses souhaits et puis pendant cet entretien, voir si ces souhaits en fait peuvent être en adéquation avec ce qu'on recherche à l'association. Moi, il m'est arrivé très souvent pendant cet entretien, en laissant parler le bénévole potentiel, de me rendre compte qu'en fait, il a répondu à une annonce, mais il pourrait être beaucoup mieux pour une autre mission au sein de l'association. Et bien sûr, conclure cet entretien, donner une suite, soit 2-3 jours après, vous l'appelez pour lui confirmer, votre profil nous intéresse, on va démarrer. Soit, surtout, une chose très importante, et c'est l'étape 6, c'est de bien choisir le candidat. Si vous voyez un candidat qui vraiment ne vous plaît pas ou ne correspond, vous sentez que ça va pas coller avec l'équipe, ça va pas coller avec les valeurs de l'association, il faut surtout dire gentiment non, mais avant de commencer. Et vous pouvez remercier bien sûr de l'intérêt qu'il a, mais il faut savoir donc lui dire non en disant que peut-être son profil ne correspond pas à votre structure, mais qui pourrait tout à fait correspondre à d'autres structures et le renvoyer vers des sites comme Tous Bénévoles ou France Bénévolat pour que, parce que chaque personne a sa place dans le bénévolat, pas forcément dans votre structure. Voilà, l'étape 7, pour moi, c'est de formaliser l'engagement. Donc, comme on le disait dans la définition du bénévole, il n'y a pas de statut au bénévole, mais ça n'empêche pas à la structure de cadrer la mission et de mettre par écrit ce que le bénévole s'engage à faire et les moyens mis à sa disposition. Donc, souvent dans des structures, on rédige une charte du bénévole qui est un cadre collectif qui est complété par une fiche de mission ou une convention d'engagement réciproque sur le site de France Bénévolat. Vous pouvez avoir des informations. Et la dernière étape, alors qu'on pense que c'est terminé, on a recruté notre bénévole, tout roule. En fait, ça ne fait que commencer. L'étape 8 de ce processus, c'est d'aider à la prise de fonction. Donc, c'est vraiment très important d'informer vos équipes de l'arrivée de nouveaux bénévoles, d'identifier un référent ou un parrain qui va accompagner ce bénévole les premières semaines ou les premiers mois en fonction de la difficulté de la mission. Et il faut organiser l'accueil, organiser les premiers jours. Souvent, les structures peuvent avoir un guide d'accueil, des formations initiales pour bien comprendre la structure. Et puis, il faut s'autoriser à s'observer pendant une période déterminée. Souvent, ça peut être 2-3 mois et refaire le point au bout de ces 3 mois pour voir si le bénévole est content de son engagement, si nous, on en est content aussi. Voilà. Et ce processus structuré, il a fait ses preuves. Alors, j'imagine que dans vos structures, c'est déjà bien structuré. Ça m'intéresse du coup d'avoir le témoignage de certains d'entre vous. Donc, je ne sais pas si Claude Deschlette, vous voulez nous dire un mot par rapport à ce recrutement des bénévoles? Alors, je suis contente parce que je pense qu'on coche toutes les cases de vos différentes étapes dans le recrutement. Donc, je vais pas reprendre tout ce que vous avez dit. Simplement illustrer au début pour le sourcing des bénévoles. Alors, on a recours évidemment au réseau des uns et des autres. On a recours aux campagnes en ligne de recrutement. On peut poster des annonces aussi sur des sites généralistes comme Tous Bénévoles, France Bénévolat. Évidemment, le premier outil pour recruter des bénévoles, c'est notre site internet adi.org et c'est juste que je voulais vous mentionner là, c'est qu'on on a eu besoin de drainer plus de bénévoles de manière plus efficace sur notre site, qui jusqu'à maintenant était jusqu'à il y a quelques semaines, était un simple formulaire de contact qui n'était pas précis du tout, ni dans le type de missions qui sont très variées, ni dans la localisation. On demandait aux gens de nous donner leurs informations. Vient de passer un partenariat avec une plateforme que vous n'avez pas citée, mais qui est intéressante aussi, qui s'appelle Bénévolte, et qui permet
en faisant remonter des besoins des différentes régions en mission dans des localités ou des endroits très très précis, de poster sur cette plateforme Bénévolte des propositions extrêmement précises qui vont trouver donc des candidats bénévoles. Et l'intégralité de ces informations, à la fois les fiches de mission très précises, sont également postées sur notre site, ce qui permet un afflux de candidats, à la fois pour ceux qui passent par bénévole, pardon, et ceux qui arrivent directement sur le site ADI qui depuis lors est donc beaucoup plus efficace. On a donc des offres beaucoup plus ciblées, on gagne en visibilité sur les réseaux sociaux et on a un afflux de candidats beaucoup plus, on va dire, presque qualifiés. Donc on est content de ce début de partenariat qui fonctionne bien et qui nous permet d'afficher la grande variété des missions et donc des profils commerciaux, financiers. On a même aussi des formateurs, on a des gens qui ont pu avoir une expérience de communication. Donc, c'est un outil efficace pour nous. Voilà. Merci Claude pour ce témoignage. Je laisse la parole à Alexandre pour rendre compte un peu, avoir votre opinion sur l'identification des bénévoles et des compétences. En fait, il y a une difficulté qui est un petit peu, quelque part, inhérente au bénévolat lui-même. C'est qu'il y a une gêne, finalement, à faire passer un entretien pour essayer d'identifier l'adéquation entre les besoins de l'association et les compétences des bénévoles en question. Alors, vous l'avez évoqué, le bénévolat c'est particulier, il y a effectivement cette notion de volonté positive, candide parfois de contribuer, mais pour autant le risque, si l'on n'essaye pas d'y voir clair quant à ce que le bénévole peut apporter, c'est un risque soit de superposition de compétences dans l'association et quelque part de dévalorisation de l'impact de la personne dans l'organisation, puisque si, entre guillemets, elle ne sert pas vraiment ou n'a pas le sentiment de servir, ça fonctionnera pas. Et puis, il faut pas non plus laisser des pans d'activité entiers non pourvus, parce que finalement, l'une des erreurs que je vois le plus, si je compare au monde de l'entreprise, c'est de faire rentrer quelqu'un dans l'organisation sans vraiment essayer d'analyser l'adéquation entre la personne et un besoin. Et il y a une chose qui est commune à tous les entretiens de recrutement, c'est ce que j'appelle l'art du storytelling, de raconter des histoires. La volonté du bénévole, c'est effectivement le moteur clé. Il faut s'assurer que cette volonté se combine avec une compétence requise pour effectuer une action donnée. Il n'y a rien de vexant à dire que quelqu'un a très envie, mais n'a pas les compétences requises. Ce qu'il faut, c'est que la personne témoigne de cette possibilité de prendre un job au travers d'histoires. Et il n'y a que le fait de raconter des histoires, alors pas raconter des histoires au sens de mentir, raconter des histoires au sens de faire part d'une expérience, au travers de cette expérience, restituer les raisons pour lesquelles la personne, effectivement, peut faire l'affaire. Et la difficulté, c'est l'équilibre. Et les recruteurs, finalement, sont peu rompus à cet exercice parce que, d'un côté, il faut aller chercher et creuser pour voir si la personne effectivement fait l'affaire, même si ça paraît un peu familier ou péjoratif, mais il s'agit bien de ça, sans aller à l'encontre de sa motivation, qui est encore une fois le moteur même du bénévolat. Et donc la difficulté, c'est vraiment d'arriver à, entre guillemets, challenger positivement les gens pour savoir comment ils vont pouvoir s'insérer dans l'organisation sans qu'il y ait une forme d'irrespect ou que ce soit un petit peu trop vu justement comme une confusion avec le monde de l'entreprise où les gens sont payés pour effectuer quelque chose. Mais le point commun, et c'est là, et j'en terminerai, où il y a une confusion aussi parfois quand on dit « Ah mais le monde associatif n'a rien à voir avec le monde d'entreprise, les gens sont pas payés, donc il faut plus les laisser faire ce qu'ils veulent ». En réalité, toutes les études en entreprise montrent actuellement que bien sûr les gens viennent pour un salaire, mais le fait qu'ils restent à un endroit, le fait qu'ils décident de travailler pour une entreprise ou non, pour un manager ou non, sur un projet ou non, c'est la même chose que le bénévolat, c'est le sens qu'ils vont donner à leur action et qu'ils vont y voir dans une organisation. Et cette quête de sens, aujourd'hui, elle est de plus en plus forte en entreprise et elle se rapproche de plus en plus finalement de la dynamique même du bénévolat. Donc je dirais que l'enjeu pour le recrutement,
c'est pas de réinventer des méthodes. Je pense que les méthodes peuvent être relativement similaires. C'est une notion de dosage. Il faut tout doser. Il faut doser la façon de challenger les candidats. Il faut doser l'ouverture que l'on fait par rapport à l'acceptation d'un individu dans une organisation, mais le fait que ça corresponde quand même avec un pan d'activité. Et quelque part, le plus important, c'est de former les recruteurs à ça, parce que définitivement, la sensibilité dont il faut faire preuve avec les bénévoles est malgré tout différente. Donc, garder son niveau d'exigence, mais le faire avec une finesse très différente, une empathie différente, mais penser aussi l'intérêt même du bénévole dans si je le fais rentrer dans l'organisation, mais que finalement, il n'y trouve pas son compte, il ne voit pas l'impact et il ne se développe pas, l'organisation est perdante, le bénévole aussi. Donc en ayant bien ça à l'esprit, je pense que ça permet de trouver cet équilibre et de challenger positivement. Oui, merci Alexandre. Effectivement, moi je note l'importance pour les structures, les associations de garder leur niveau d'exigence tout en ayant beaucoup d'empathie, qui est effectivement une qualité, je pense, importante dans notre secteur. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de parler de la valorisation et de la fidélisation des bénévoles. Donc, je vais laisser la parole à Claude Deschelette pour voir justement chez vous comment vous animez au quotidien votre réseau et quels outils vous mettez en place ou vous voulez mettre en valeur là aujourd'hui pour valoriser et fidéliser vos équipes. Alors, je dirais qu'une fois qu'on a recruté les bénévoles, il y a 3 étapes, hein. L'intégration, la professionnalisation et ensuite l'animation. Elles sont pas disjointes, évidemment. Tout ça se fait presque en même temps. L'intégration est très importante et on a développé, par exemple, en complément de l'action locale d'intégration dans une équipe sur le terrain, dans le réseau, qui est la première, comment dire, la force de frappe opérationnelle de l'ADI, qui est la plus grande recruteuse en bénévoles. Au-delà de l'intégration dans les équipes locales, on a un parcours de mail pendant la première année d'arrivée des bénévoles qui leur permettent de comprendre un peu, de découvrir, de comprendre, de se situer, d'avoir l'impression de faire partie d'une équipe avec des éléments extrêmement précis, de rencontrer un certain nombre de gens et d'augmenter donc leur impact. C'est une expérience assez récente, mais qui est importante et intéressante et qui fonctionne bien. Pour ce qui concerne ensuite la professionnalisation des bénévoles, on a vraiment 2 grands axes. On a un bloc formation qui est très important depuis toujours, qui était un tout petit peu, enfin assez peu à distance et qui, crise sanitaire oblige, a été complètement digitalisé en grande partie et avec une grande satisfaction de la part des bénévoles, ce qui nous a permis d'ailleurs de passer le cap de la première vague de la crise sanitaire et aussi va nous permettre d'affronter la seconde vague sans renoncer à accompagner nos entrepreneurs. Donc des modules de formation à distance qui fonctionnent bien et puis des moyens. Oui, alors pour les formations, ce que je veux dire aussi, c'est que l'objectif, c'est évidemment la montée en compétences, mais c'est aussi développer la convivialité, qui est un point important pour les bénévoles dans une association. Et puis la mise à disposition de moyens, des moyens matériels. C'est une adresse adi.org par exemple qui leur donne de la crédibilité, qui leur donne accès à des informations, qui les valorise aussi parce que leur donne des perspectives sur les résultats, sur la stratégie de l'association. Et puis c'est du matériel pour certaines missions, comme par exemple ceux qui détiennent, enfin qui administrent les prêts. Le dernier point que je voulais souligner, c'est comment est-ce qu'on anime les bénévoles. L'intégration dans les équipes est très importante, évidemment, donc puisque nos équipes sont intégrées, salariés et bénévoles. Il y a des temps d'échange collectifs qui sont prévus, qui sont attendus aussi, sous forme de réunions. Alors tout ça, c'est dans un monde normal quand on peut vraiment se rencontrer. C'est un peu plus compliqué maintenant, évidemment.
On peut espérer que ça ne durera pas. Par exemple, on réunit des bénévoles qui ont le même profil de formateur ou le même profil enfin, qui ont les mêmes missions. On a évidemment des séminaires territoriaux qui permettent aussi aux bénévoles de se retrouver et d'être à l'écoute aussi des dirigeants de l'association et qui leur donnent de la formation. C'est aussi une façon pour eux de les faire adhérer et de leur donner de la visibilité et donc de les valoriser. Et puis on privilégie aussi des temps d'échange individuels avec les conseillers parce que même si ce ne sont pas des entretiens hiérarchiques, on va dire, ce sont des temps d'écoute et on sait que c'est important, ça fait partie des attentes aussi de nos bénévoles. Voilà ce que je voulais dire très rapidement. Merci beaucoup, Claude, de ce témoignage qui montre la diversité des outils qu'une grande structure comme la vôtre a déjà mis en place. Je laisse la parole à Eric Paissé pour en témoigner également. Alors c'est difficile de généraliser parce que là on est sur une échelle de 215 associations indépendantes et 20 000 bénévoles, donc des pratiques de recrutement, fidélisation, il y en a énormément. Et j'écoutais tout à l'heure Alexandre et je le rejoins sur les deux points vraiment forts. Je crois que le vrai point commun, c'est le sens et de susciter l'envie et la durée de l'engagement par le projet. Nos associations ont de très très beaux projets. On aide des gens à exister dans leur vie économique, dans leur vie sociale, etc. Donc le sens qu'ont ces associations, parce que je mets au pluriel, je ne le donne pas qu'à Initiative France, je le mets vraiment au pluriel. C'est une grande force quant à faire venir, fidéliser. Et puis la dimension de storytelling, c'est-à-dire que si on sait raconter les belles histoires, si on sait partager tout le temps, avoir des fiertés, de dire tiens j'ai passé la matinée avec telle personne, elle est en train de réaliser son projet, c'est génial, etc. Nous donnons mutuellement les 20 000 de l'énergie. Et on a besoin de beaucoup partager et de raconter énormément de belles histoires pour que cette énergie dure dans le temps et puis que la joie, la vraie fierté d'accompagner des gens à réussir leur projet est un truc magnifique. Et je pense qu'on a vraiment un intérêt à fonder sur ça pour pouvoir fidéliser et peut-être pas la valorisation individuelle au sens tu as eu une médaille parce que tu as bien accompagné, mais on partage la fierté d'avoir aidé quelqu'un d'un QPV à monter son entreprise, quelqu'un qui sortait des études et qui avait un rêve d'entrepreneur, de devenir entrepreneur et de fêter avec lui son 5e, 10e, 15e employé et qu'un jour, et du coup je reprends notre ami du réseau Entreprendre, qu'il ait envie de devenir bénévole à son tour tellement c'est un beau projet. Merci, merci Eric. Bertrand Dupré, est-ce que vous voulez aussi témoigner sur cet aspect? Je vais juste rajouter un élément, mais qui a déjà été dit. Je pense que pour garder un bénévole, il faut simplement qu'il ait le sentiment d'être utile. Tant qu'il aura ce sentiment d'être utile, d'apporter quelque chose, et donc en apportant, en donnant, forcément on récupère beaucoup. Je pense qu'il sera présent au niveau de l'association. Donc pour moi, l'élément majeur, c'est le sentiment d'être utile. Et deuxième élément, qu'il se sente aussi encadré, géré, drivé, entre guillemets, et pas abandonné, parce qu'il a déjà son boulot éventuellement à l'extérieur, il a déjà ses problématiques de l'extérieur. Il faut que quand il vienne sur son lieu de bénévolat, il puisse se donner à fond sans avoir obligé d'être organisé sur le mois prochain, la prochaine semaine, etc. Il faut que les choses soient très claires par rapport à lui, qu'il puisse mélanger sa vie professionnelle et sa vie bénévole. Merci. Je vais laisser la parole à Alexandre et après Stéphanie, on reviendra vers vous. On va juste inverser. Alexandre, est-ce que vous voulez parler de la fidélisation? Oui, je rejoins complètement ce qui a été dit sur le sens et je vais rebondir sur une chose que j'ai dite précédemment, à savoir qu'il y a un manque d'accompagnement, encore une fois, dans les associations. Pour information, moi, ça fait 25 ans que je suis dans une association humanitaire où j'ai été DSI, je suis parti sur le terrain pendant 7 ans. Aujourd'hui, je suis administrateur. Et de par mon métier, j'ai quand même l'occasion d'observer la façon dont on accompagne les gens et dont on les aide à prendre conscience de leur impact. Puisque finalement, encore une fois, salarié ou bénévole, ce qui fait que le lundi matin, on a envie d'arriver au bureau et que vendredi soir, on est heureux, on a le sentiment du devoir accompli, c'est d'être capable de cerner en quoi on a impacté ses collègues.
l'organisation, le terrain. Et ça, c'est très difficile à avoir tout seul. Plus l'organisation est grande, plus évidemment c'est difficile à cerner. Et ça passe énormément par le management. Et là, il y a un problème, c'est que très souvent dans les milieux associatifs, encore une fois, le management n'est pas aussi présent qu'en entreprise. C'est vu presque comme un cadeau, avec l'idée que finalement on laisse un peu plus les gens libres et on va pas être, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, sur leur dos comme on pourrait l'être en entreprise. Le problème, c'est que le but du manager aujourd'hui, c'est de développer. Le but du manager, c'est justement d'aider les gens à donner du sens à leur emploi, à redonner la perspective du pourquoi ils le font. Dans les associations, il y a des gens qui font parfois des choses très ingrates, qui sont pourtant indispensables. Et je vous laisse imaginer que si des gens n'ont pas contact avec le terrain et ne voient pas par eux-mêmes l'impact, si personne ne leur dit, ce sont des gens qui s'épuisent et qui perdent leur motivation. Et qui finissent du coup, par perdre tout plaisir. Et quand un bénévole perd tout plaisir à œuvrer, en général, il est aussi beaucoup moins efficace. Donc, l'un des enjeux clés, c'est justement de donner cette perspective, c'est de donner du relief à l'action, de mettre en relation avec d'autres pour faire comprendre ce qui a été fait. Et là, quand on parle de ça, ça pourrait sonner en entreprise comme un peu faire de la politique, à savoir faire savoir ce que l'on fait. Mais le bénévole, n'ayant pas d'argent en contrepartie, s'il ne voit pas derrière ça l'aide qu'il apporte, il n'a rien du tout d'une certaine façon. Donc, il faut absolument donner ce relief-là et donc, je dirais, lutter contre le biais qui consiste à penser que si on demande, par exemple, en début d'année, qu'est-ce que tu as envie de faire cette année? Si on suit un peu la personne en sachant, finalement, est-ce que ça avance comme tu veux? Est-ce que tu as réussi à faire ce que tu voulais? On pourrait le voir comme du reporting, mais ça n'est pas du reporting, parce que le but, c'est pas de satisfaire des actionnaires. Le but, c'est que l'œuvre collective, finalement, soit exécutée. Et ça passe vraiment par cet accompagnement, ces étapes qui sont fixées, donner du relief, montrer que les étapes sont franchies. Et donc, quelque part, former les managers me semble être une action indispensable pour la rétention des bénévoles, et je le mettrais quasiment comme une des choses, si ce n'est la plus importante, une des choses les plus importantes à faire pour que les bénévoles puissent s'y retrouver. Un management bienveillant, mais là aussi, ça n'est que ce que l'on pitch aujourd'hui en entreprise, puisque de toute façon, encore une fois, les salariés bénévoles sont en attente de ce même type d'accompagnement. Oui, merci Alexandre. Je vous rejoins sur ce point-là qu'on vit au quotidien sur le terrain. Stéphanie, je vous laisse la parole. Merci. En effet, à la Jeune Chambre, nous avons travaillé sur la valorisation et la fidélisation, aussi bien en interne qu'en externe. Alors, en externe, en fait, de 2017 à 2019, nous avions un thème national, Agir pour l'insertion économique et citoyenne de la jeunesse. Et notre projet phare était le CV citoyen, ou comment j'accompagne les bénévoles à identifier finalement les compétences qu'ils ont acquis dans un cadre bénévole et à les transposer, à les formuler de manière professionnelle pour les aider dans leurs emplois. Alors à l'issue de ce CV citoyen, nous avons également développé une méthodologie, une formation qui s'appelle la valorisation de l'expérience associative. Au final, c'est 276 projets en 3 ans, dans plus de 85 villes en France, 7800 jeunes qui ont été sensibilisés à cette méthodologie et qui continuent de l'être par la suite par nos partenaires et par les personnes auxquelles on a pu transmettre ce projet. C'est également, finalement, une fois qu'on avait dit ça, une fois qu'on a dit, OK, quand vous êtes bénévole, vous pouvez acquérir des compétences qui vont vous aider, qui vont doper votre employabilité, et bien finalement, il fallait aussi aller du côté des employeurs pour qu'ils puissent l'accepter, le valoriser et l'encadrer. Et donc, nous avons lancé en 2018 la charte du recruteur citoyen, cette année à laquelle on a rajouté un volet responsable, donc en partenariat avec l'Union nationale des missions locales et le pôle éco-conception. Voilà, parce qu'on traite bien des deux thématiques, aussi bien de durabilité que d'emploi, de compétences et de valorisation du salarié. Donc, pourquoi on a lancé cette charte aujourd'hui? C'est vraiment parce qu'on est convaincu que l'engagement citoyen, c'est une performance, c'est une innovation pour l'entreprise. Donc, c'est une vraie plus-value pour l'entreprise. Alors ça, c'était plus pour la partie externe. Et sur la partie interne, nous-mêmes, nous travaillons sur finalement comment on fidélise nos membres.
parce que la Jeune Chambre économique française, c'est 2000 membres et c'est 3 salariés et un service civique. Donc justement, dans notre prochaine Assemblée générale, nous allons voter un programme de fidélisation qui a plusieurs items. Si je pouvais en ressortir quelques-uns qui peuvent vous intéresser également, c'est finalement nos bénévoles, quand ils arrivent, il faut créer un effet de promotion. Donc rassembler tous ceux qui sont arrivés dans la structure à des dates relativement proches, que ce soit sur 3 mois, 6 mois. Ensuite, il y a tout le parcours du bénévole et Christine, vous en avez parlé tout à l'heure. Je vois qu'il y a des belles passerelles entre nos différentes structures. Ensuite, il y a toute la partie valorisation. Et là, Alexandre en a aussi parlé pour dire que il faut mettre en avant ce que font les bénévoles, quel résultat ça a, quel impact ils ont, parce qu'on est dans la quête de sens, hein, donc il faut bien le valoriser. Enfin, il y a l'accompagnement des bénévoles lorsqu'ils sont mutés, lorsqu'ils déménagent dans un cadre professionnel, parce que trop souvent, on les perd à ce moment-là. Ils ne se réintègrent pas forcément dans la structure locale de la ville où ils arrivent. Et donc là, on a tout un travail qui est en train d'être mis en place sur finalement comment on peut mieux les accompagner pour les conserver en tant que membres de notre structure. Et ça nécessite aussi un outil qui est une CRM, hein, donc comme une grosse base de données, Customer Relation Management, hein, si on parle en termes d'entreprise, finalement pour bien avoir les informations sur l'ensemble de nos bénévoles actuels, mais aussi ceux qui sont passés, qui sont peut-être pas restés à la Jeune Chambre, pour continuer à les informer sur ce qu'on fait, pour qu'ils puissent être intéressés à revenir. Et je pense qu'on a tous, on se rend compte, vous parliez en introduction que les bénévoles étaient parfois peut-être plus ponctuels aujourd'hui, les engagements. Et finalement, captons-les au moment où ils veulent s'engager, ces personnes-là, pour les réintégrer dans nos structures. Donc ça peut être pendant 2 ans à un moment donné. Ensuite, la vie va faire son chemin, les opportunités professionnelles aussi. Et puis peut-être qu'après, ils vont vouloir se réengager. Donc à nous de garder le lien avec ces personnes pour continuer à leur parler de notre structure. Merci pour ce témoignage qui complète les autres. Je propose maintenant de prendre les questions de la région Pays de la Loire. Nous accueillons Catherine Deborde, directrice du réseau Entreprendre Atlantique et Pays de la Loire, et Sandrine Moreau, bénévole et animatrice de la commission entrepreneuriale chez Rebond Grand Ouest. Écoutez, nous sommes à votre écoute. Est-ce que Sandrine voulait commencer? Vous m'entendez bien? Oui, ça va. Vous m'entendez? Ça va? D'accord. Oui. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on a essayé de vous entendre et de vous écouter attentivement, mais malgré la technique. Alors, je vais peut-être brièvement présenter 60 000 rebonds, si vous me permettez. Oui. Donc, 60 000 rebonds, c'est une structure, une association nationale qui accompagne des entrepreneurs qui ont liquidé leur entreprise. C'est une association nationale avec des associations territoriales, 9 associations territoriales, et donc Grand Ouest, nous faisons partie de ces associations. Alors, pour vous donner un chiffre au niveau national, ce sont 1100 bénévoles et 700 entrepreneurs accompagnés l'année dernière. La particularité en fait de 60 000 rebonds, c'est que c'est un accompagnement vraiment, je dirais, au quotidien pendant 2 ans au service des entrepreneurs que nous accompagnons, soit sur un rebond salarial, soit sur un rebond entrepreneurial. J'insiste parce qu'en fait, on a du coup au sein de 60 000 rebonds finalement 3 familles de bénévoles qui sont des coachs certifiés qui accompagnent au quotidien nos entrepreneurs et des parrains et marraines qui sont souvent des profils d'entrepreneurs, de managers. Et puis une 3e famille qui sont des experts qui interviennent du coup un peu plus ponctuellement sur des sujets variés, voilà, au gré des demandes des parrains et marraines. Alors c'est vrai que en vous écoutant, finalement je vois bien et je la partage, hein, on l'a vécu au niveau de 60 000 rebonds, la notion de fidéliser les bénévoles, parce que on le voit sur nos experts, quand un bénévole n'accompagne pas forcément au quotidien
un entrepreneur, il peut perdre finalement un petit peu de sa motivation. Et donc, par la structuration et l'organisation finalement de séquences de la vie d'entreprise, on arrive à maintenir le lien. Et ça, effectivement, c'est important. Alors, je dirais qu'on n'a pas de difficulté, hein, si je peux faire un partage d'expérience, on n'a pas de difficulté à maintenir nos bénévoles et à garder leur motivation tant que c'est sur l'accompagnement au quotidien. Ce qui est parfois un petit peu plus compliqué, et c'est là où je voulais vous poser la question en retour d'expérience, différents intervenants qui sont autour de la table. Est-ce que vous ressentez une difficulté particulière lorsqu'il s'agit d'impliquer les bénévoles plutôt dans la gouvernance ou dans l'écriture de la feuille de route de vos associations, au-delà, je dirais, de la cause que l'on peut partager entre nous. Voilà. Donc, cette notion de participation et de responsabilité des bénévoles au sein de la gouvernance et du management de l'association, est-ce que finalement, c'est aussi une difficulté que vous pouvez rencontrer? Est-ce que l'un des intervenants autour de la table a envie de répondre? Ah, je vois Oui. donc Stéphanie. Ah bah, Eric aussi. Alors, Non, mais comme vous Stéphanie. voulez, allez-y, allez-y. on est plusieurs, mais je vais faire très, Vous êtes plusieurs. je vais faire très court, parce que chez nous, effectivement, comme il y a plus de bénévoles que de salariés, les bénévoles sont directement intégrés et on a une rotation annuelle des mandats. Donc le fonctionnement pour aussi bien intégrer l'ensemble des bénévoles, c'est qu'on fait des groupes pendant un an pour travailler, structurer le projet associatif et donc la stratégie des 5 prochaines années. Mais on intègre, on a volonté dans ce groupe d'intégrer un maximum de strates, hein, que ce soit au niveau local, régional, national, et ensuite on porte par des ateliers qui sont menés en région. C'est on va dire ce qui est ressorti de ces premiers échanges, et on le construit un peu de manière co-construite pour arriver ensuite au vote de cette stratégie, et donc ça permet de favoriser en fait l'intégration par les bénévoles de cette stratégie. La parole Oui, à alors, juste Eric. une seconde pour faire vite, puisque je crois qu'on est très en retard. Je crois que c'est aussi un principe d'animation avec des co-constructions, des intelligences collectives qui font qu'on gomme la différence gouvernance, projet quotidien, parce que les rôles peuvent très vite tourner. Je sais que chez nous, des anciens présidents de plateforme vont aider ou parrainer des créateurs, puis reprennent des responsabilités à d'autres endroits. Et je crois que c'est ce mode de vie très fluide et avec des changements rapides qui permettent en fait que tout le monde se sente impliqué dans une vie d'association complète, et non pas ceux qui exécutent versus ceux qui gouvernent, qui est un modèle à mon sens un peu daté, et il faut qu'on arrive à bien s'en éloigner par cette fluidité. Claude, vous vouliez rajouter quelque chose? Juste une seconde, puisqu'on est très en retard, effectivement. Allez-y, on a un petit peu de rame. Elle a dit aussi, on associe très régulièrement les bénévoles dans les projets, dans les groupes de travail, sur les grands projets qui structurent un peu la vision et la stratégie, et puis dans les instances de gouvernance. Bon, juste à titre personnel, je suis coordinatrice nationale des bénévoles et je représente donc les bénévoles au bureau et au conseil d'administration de l'ADI. Et au conseil d'administration, il y a en permanence au moins 3 bénévoles. Il y a aussi des entrepreneurs. Enfin, c'est une entité qui est assez plurielle, on va dire. Et donc, c'est une façon d'illustrer. Ce sont quelques exemples, mais les bénévoles sont intégrés et représentés dans différentes entités, et donc participent à la définition de la vision et sont associés aux perspectives, et ça reprend ce qui a déjà été dit, c'est la quête de sens qui est une véritable motivation pour tout le monde, bien évidemment. Juste un petit mot, si je peux compléter, effectivement, sans retarder tout le monde. C'est en tout cas la tendance du marché de l'emploi en général, de cette fameuse gig économie, c'est de ne plus faire attention au statut, de ne plus faire attention aux hiérarchies, mais de se concentrer uniquement sur ce que chacun peut apporter pour un projet commun. C'est ce que l'on essaye douloureusement, difficilement, de par l'héritage entrepreneurial, de faire en entreprise. Et il faut garder cette même logique
dans les associations, c'est effacer les statuts et simplement voir ce que chacun peut amener sur un projet. Et c'est vraiment, de toute façon, humainement, ce qui est à souhaiter, mais ce qui amène la productivité dont une association ou une entreprise ont besoin derrière. Donc là encore, un vrai levier d'action commun et positif humainement. Merci, on va prendre une question de Catherine Debord. Alors, on a encore le temps de prendre une de vos questions. Donc, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Donc, je représente Entreprendre la partie Atlantique et puis Pays de la Loire. Donc, Bertrand est un ancien lauréat, il connaît bien la maison. Chez nous, la particularité, c'est que nos bénévoles, ce sont des chefs d'entreprise en exercice qui, en outre, sont notre seul carburant puisque nous ne vivons que grâce aux cotisations qu'ils versent. Donc, sans notion de subvention ou autre. Et donc, dans le maintien de leur engagement, il y a à la fois la quête de sens pour laquelle je suis complètement d'accord avec tout ce qui a pu être dit auparavant, mais aussi la dimension économique à laquelle aujourd'hui nous sommes tout à fait touchés. Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont continuer à maintenir leurs cotisations l'année prochaine dans le contexte que nous vivons? Donc sur ces sujets-là, évidemment toutes les associations sont mobilisées très fort. Et sur les notions de fidélisation, avec cette quête de sens et de leur faire un retour sur leurs actions, nous avions déjà valorisé l'année dernière au bilan la globalité du bénévolat sur Atlantique qui représentait la modique somme d'1 350 000 €. Pour un chef d'entreprise, voilà quelque chose qui a complètement du sens. Donc, nos sujets à nos niveaux, tant en termes de gouvernance que de fidélisation, ce ne serait pas nécessairement cela. En revanche, en introduction, vous avez parlé de comment faire en sorte que les femmes puissent s'engager, sachant que chez nous, la population de nos bénévoles, ce ne sont que des chefs d'entreprise en exercice. Et je n'inventerai rien en disant qu'aujourd'hui, tout n'a pas encore évolué sur la disponibilité des femmes et sur la notion de légitimité. Notre métier, c'est d'accompagner des chefs d'entreprise avec des méthodes de chefs d'entreprise. Et donc, nombre de femmes entrepreneurs que je rencontre commencent par me dire « Mais Catherine, suis-je légitime à accompagner ces personnes ?» Donc moi, c'est plutôt ce type de question que j'aurais envie de poser. C'est comment réussissez-vous à attirer les talents féminins au sein de vos structures et à plus forte raison si vous allez chercher des talents entrepreneuriaux. Qui a envie de répondre à Catherine ? Alors sur la spontanéité, je le fais. Moi, je viens d'une association locale du réseau Initiative basée à Nice, où la présidente est une femme, où la vice-présidente est une femme. Elles sont chefs d'entreprise, elles sont actives, elles ne sont pas retraitées. Et puis il y a 2 autres hommes malheureux à côté d'elles, malheureux avec plein de guillemets, qui sont aussi en activité et qui sont tous 2 chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un vrai choix et un vrai travail de considérer d'une part que ad minima dans nos associations, au moins autant de personnes engagées que ce qu'il y a de femmes engagées dans la société en général. Donc il y en a énormément. Et puis surtout, ce qui me paraît le plus important, c'est effectivement à les convaincre que bien évidemment elles sont légitimes et extrêmement importantes dans nos associations. Je sais personnellement qu'énormément de projets n'auraient jamais été faits. J'ai entre autres des projets de crowdfunding à un moment, s'il n'y avait pas eu cette énergie très particulière qui a fait qu'on n'a pas abandonné jusqu'au bout, alors que nous aurions pu abandonner. Donc je pense vraiment qu'on a un grand intérêt à susciter, donner envie et raconter de belles histoires au féminin aussi. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre à Catherine ? À la Jeune Chambre, nous sommes dans une 3e année de présidence féminine, présidence nationale féminine. Donc, nous avons une belle répartition hommes-femmes parmi nos membres. On est à peu près à 50-50. Et nous constatons en fait d'année en année qu'il y a de plus en plus de femmes qui prennent des responsabilités, que ce soit au niveau local, régional ou national. Et même international. Et juste pour compléter, des profils de bénévoles qui ne sont pas forcément entrepreneurs, mais on constate un grand renouvellement des profils des nouveaux entrants avec beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus d'actifs et pas mal de femmes et même beaucoup de femmes. Voilà. Donc, c'est pas forcément un écueil. Je dirais même que le sens de l'histoire, c'est le développement du nombre de femmes bénévoles en proportion dans les rangs de l'ADI. Moi, j'ai le sentiment, au contraire, que ça peut être positif, entre guillemets, plus favorable
qu'en entreprise, je vois un petit peu plus pour le coup d'égalité homme-femme dans les associations que je côtoie. Et je pense que l'enjeu et la structure d'accueil, s'assurer que elle est favorable à l'épanouissement de différentes personnalités. Et plus que homme-femme, j'aurais tendance à dire introverti, extraverti, non pas qu'on puisse comparer évidemment les introvertis et les extravertis aux hommes et aux femmes, mais c'est plus une notion de personnalité à laquelle il faut être vigilante pour s'assurer que ceux qui peut-être se mettent un peu moins en avant aient aussi leurs opportunités et puissent aussi accéder à leurs besoins, leurs envies. Et je crois que ça passe par la notion d'exemplarité et d'écoute. Et donc, malheureusement, c'est extrêmement dépendant de la structure dirigeante. Donc, là-dessus, une nouvelle fois, comme en entreprise, être extrêmement vigilant sur l'exemplarité. Là, c'est comme en amour, les mots importent peu, il n'y a que les actions qui comptent. On peut peut-être prendre une dernière question. On a 2 minutes. On nous a donné un tout petit peu plus de temps, si vous avez envie. Est-ce que Catherine ou Sandrine, vous avez une question? Sinon, vous nous entendez? Eh bien, écoutez, oui, vous avez une question à nous poser? Non? Je remercie tous les intervenants de cet atelier. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et merci pour la qualité de vos interventions. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir à tous. Voilà. Au revoir à tous.